Bonjour à tous, je suis Robin Weiner, je suis directrice générale de Dedalus en Amérique du Nord et nous avons des équipes au Canada et aux États-Unis. Dedalus, vous ne le savez peut-être pas, mais fait partie des entreprises de premier plan dans les soins de santé. Nous sommes présents dans 40 pays du monde entier et nous aidons, des milliers, d'organisations de santé. Nous servons des millions de personnes dans le monde entier. Nous avons 40 ans d'expérience à apporter au Canada et nous souhaitons créer des relations et des partenariats à long terme, mais comme ma collègue Jennifer et moi-même serons là, toute la journée, nous serons ravis de discuter avec vous et d'échanger avec vous. Et à présent, je suis ravie de vous présenter le docteur Alex Barron qui, est, au Centre de sciences de la santé de London, Ontario. Il est médecin, il est membre fondateur du comité de santé de l'Ontario. Dr. Barron a travaillé également avec les forces armées canadiennes et avec l'Agence de développement canadienne. Il a coordonné les opérations, notamment en termes de santé maternelle et infantile. Et plus récemment, il a fondé une fondation pour aider les enfants en Équateur. Dr. Barron a un parcours extraordinaire. Il est sur la ligne de front des soins de santé et il va nous parler des soins connectés pour une meilleure santé au Canada. Nous l'accueillons avec plaisir. Merci beaucoup pour ces présentations. J'ai un parcours d'hématologue, oncologue pédiatrique et je m'occupe particulièrement des enfants qui souffrent de leucémie, mais je travaille également en situation d'urgence et j'ai fait partie d'un hôpital pour enfants pendant longtemps et je viens de déménager à London, Ontario. Je pense que vous avez tous vu ça. Je me suis dit qu'on pouvait commencer par une petite touche d'humour. J'ai fait quelque chose de très stupide il y a quelques années. J'ai décidé de commencer à apprendre les soins connectés. À mon âge, je suis allée au MIT parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient un des meilleurs programmes du monde et je me suis dit que j'allais apprendre notamment le codage. Donc le premier travail qu'on nous a donné à faire, Heu, on nous a donné 2 semaines pour produire un code, pour résoudre un problème avec 50 lignes de code, pas plus. J'ai travaillé sérieusement, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ce travail. J'ai un beau-frère qui travaille justement dans le codage. Je ne l'ai pas appelé parce que je ne voulais pas tricher et à la fin, j'ai réussi à faire 48 lignes de code et je me suis dit que j'étais le meilleur codeur de toute l'histoire et puis alors ensuite, on s'est rassemblés, dans notre groupe virtuel. On avait des gens qui venaient du monde entier et on avait ce jeune homme qui, je pense, avait peut-être 21-22 ans, qui était extrêmement poli, très déférent. Il m'appelait docteur, docteur. Il m'a dit: «Docteur Barron, je me demandais si vous aviez pensé à utiliser ce qu'on appelle des macros. Parce que, moi, je l'ai fait en une ligne. Et donc lorsque vous pensez tout savoir, eh bien, c'est une leçon d'humilité. Vous vous rendez compte qu'il y a toujours beaucoup à apprendre et moi, je suis justement plein d'humilité face à ce groupe, qui, est sans précédent au Canada. Vous avez parfois, on a ce syndrome de l'imposteur où on se demande: «Qu'est-ce que je fais ici?» Enfin, je suis ici et je voudrais vous emmener,
avec moi, vous faire suivre mon parcours, puisqu'on parle justement de parcours aujourd'hui. Lorsque j'ai montré à ma femme, mon discours, elle m'a dit: «Alex, ça va, très bien marcher ou au contraire être un fiasco». Alors on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est ensemble sur un parcours vers, les parties les plus reculées de l'Amazone. Ah, en principe, il y avait du son, mais ce n'est pas grave. Alors voilà, nous sommes sur, le fleuve Amazone dans un canoë et nous allons vers un endroit qui s'appelle le Kutuku au sud-est de l'Équateur, qui est à la frontière avec le Pérou. Nous nous rendons dans cette région. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette région? La raison pour laquelle nous y allons, c'est que nous allons essayer d'apporter de l'aide et lorsque je dis de l'aide, je veux dire qu'il s'agit d'un groupe de gens qui ont demandé, qui ont des besoins spécifiques, qui ont eu des demandes spécifiques. On a passé pas mal de temps à discuter avec eux, on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et de quel groupe je parle? Eh bien, je parle de ce groupe. Certains d'entre vous vont savoir qui ils sont, d'autres non. Ce sont des membres du peuple Chua qui vivent dans cette partie de l'Amérique du Sud. J'ai choisi cette image parce que, elle ressemble un peu aux 3 oiseaux qu'on a vus, sur, la la ligne, le petit dessin humoristique du début. C'est un groupe qui habite dans cette région depuis des dizaines de milliers d'années, probablement, 22 à 24 000 ans, d'après les estimations scientifiques. Et durant tout ce temps, il y a un certain nombre de choses auxquelles ils n'ont jamais eu accès. Ils n'ont jamais eu accès à de l'eau propre en 24 000 ans. Ils n'ont jamais eu accès à des soins médicaux, quels qu'ils soient, en 24 000 ans. Ils n'ont jamais eu aucune école bâtie dans leurs différents villages en 24 000 ans. Donc nous, on s'est penché sur ce qu'on essayait de faire chez InfoRoute Canada, connecter les gens et on a nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement à plus grande échelle apporter ce dont ces gens ont besoin. La santé, l'éducation et de l'eau potable, de l'eau propre, ce qui fait partie, du programme WASH de l'OMS et qui a été considéré comme une priorité. Donc comment leur apporter tout ça? Comment leur fournir, ce qu'ils nous ont demandé de leur fournir? Et je voulais vous montrer alors qu'il ne s'habille pas comme ça tout le temps, il s'habille comme ça lorsqu'il y a des cérémonies, mais voilà un groupe d'enfants Chua, heu et je dois dire qu'en tant que pédiatre, c'est vraiment un groupe d'enfants formidable, magnifique, un groupe d'enfants qui, par rapport aux enfants canadiens, heu, n'a rien. Ils n'ont rien, ils ne possèdent rien, mais ils passent tout leur temps à sourire. C'est difficile à expliquer, mais c'est le cas. On m'a demandé très spécifiquement de parler, voilà, de l'objectif, à 5 volets qui va être le nôtre. Alors on va pas parler de données. Je sais, on est à une conférence, et on va pas parler de données. C'est pour ça que ma femme m'a dit: «Ça va marcher ou alors ça va être, un fiasco total». On va parler d'équité, d'inclusion, parce que ce qu'on essaye de faire chez InfoRoute doit inclure tous les éléments de cet objectif quintuple. Lorsqu'on regarde le numéro 3, réduire les coûts, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord ou pas d'accord, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il ne s'agit pas de réduire les coûts. Il s'agit avant tout de créer de la valeur. Donc nous devons, considérer les choses un peu différemment. Il y a des systèmes de santé qui se centrent sur l'élément coût. Moi, je pense que nous devons nous centrer sur la création de valeur. Mais l'équité et l'inclusion, ça, ce sont des éléments, qui ont été intégrés au cours des dernières années et cela s'applique tout particulièrement au peuple Chua, parce qu'ils ont été oubliés littéralement par leur gouvernement.
À présent, on va revenir un petit peu en arrière. Je pense que tout le monde a vu, ce titre il y a quelques semaines dans les journaux et lorsqu'on le voit et lorsqu'on travaille aussi dur que tout le monde ici, c'est extrêmement décourageant de lire ça. On se dit: «Mais enfin, c'est pas possible, on travaille si dur et tout ce qu'on fait ne fait pas, n'apporte pas de différence». Bien, je peux vous dire qu'à l'hôpital pour enfants, où je travaille, SickKids ou Saint Joseph, on sait que ça ne fait pas de différence. On a, autant d'enfants ou même plus d'enfants qui viennent à l'hôpital pour être évalués, même si ils ont eu des visites virtuelles encore, encore et encore. Et lorsqu'on demande, on obtient la même réponse: je veux que mon enfant soit examiné». Et ça paraît raisonnable. Le nombre d'enfants, qu'on reçoit, qui ont par exemple eu, qui ont une appendicite, grave et qui ont été évalués, virtuellement et à qui on a dit: «Non, c'est juste un petit mal de ventre». Mais les parents, eux, connaissent leur enfant, ils savent que ce n'était pas un banal mal de ventre et ils veulent que leur enfant soit examiné, qu'il y ait une échographie et malheureusement, lorsque ça a été le cas pour cet enfant auquel je parle, l'appendice, s'était ouvert. Donc lorsqu'on parle de soins virtuels, les, alors il faut prendre en compte les, problèmes aigus. Pour la santé mentale, c'était formidable. Pour les problèmes, qui datent, qui remontent à loin, c'est, une bénédiction. Mais pour les problèmes aigus, là, c'est compliqué et au Canada, on a, des défis à relever qui sont les mêmes en Amérique du Nord et dans le monde entier puisque on entend en permanence que même s'il y a des soins virtuels, il y a des soins virtuels qui sont mis en place dans les hôpitaux, hein. On a, un dispositif de qualité. Néanmoins, on a quand même besoin d'une approche en personne. Lorsque je faisais mes études de médecine, on nous disait que, 90 de la médecine, c'était, le parcours du patient et son histoire et 10 c'était l'examen, en personne. Donc lorsqu'on travaille en soins aigus, malheureusement, en virtuel, on ne peut pas faire ces 10. Donc c'est formidable les soins virtuels, mais il nous manque ces 10. Voilà ce qu'on a à l'heure actuelle et c'est un peu, l'éléphant, dans la pièce. On n'a pas de soins virtuels, on a des soins par téléphone avec une vidéo. On a en fait des soins par téléphone avec une vidéo et le téléphone a été inventé par, Alexander Graham Bell en 1876. Donc la technologie qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est une technologie qui remonte à 1876 et je pense que d'ailleurs ça remonte peut-être un petit peu plus avant que cela, un peu. Donc pour les soins aigus, comment est-ce qu'on peut passer du téléphone à l'écran vidéo à quelque chose qui va vraiment apporter une différence pour tous les Canadiens et qui sera un soin virtuel plutôt que de la télémédecine ou des soins au téléphone avec un écran. C'est ça qui va être, c'est la question que je voudrais poser aujourd'hui. Alors revenons à notre parcours, notre voyage en Amazonie. Mais avant cela, j'ai quelques points à aborder. Tout le monde ici a une stratégie. Tout le monde a sa propre stratégie, mais d'après moi, cette stratégie doit viser à apporter une amélioration pour tous les Canadiens. Il faut que l'on cherche à améliorer le système de santé, canadien. De mon côté, ce sont les enfants et j'essaye d'utiliser de la technologie pour ce faire. Michael Howard était professeur à Oxford pendant des années. Il était professeur, de stratégie militaire. Mais beaucoup de gens pensent que ce dont il a parlé et la façon dont il a abordé les choses est tout à fait, correcte. Lorsque je faisais mon MBA, mon diplôme d'administration, hem, on m'a dit: «Pour réussir, il faut 4 éléments». Le quatrième élément, c'est la technologie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en discuter. Mais lorsqu'on va regarder les diapositives que j'ai préparées,
Et vous allez voir ce qu'on a fait pour les peuples des régions les plus éloignées, les plus reculées d'Équateur en Amazonie. Je voudrais vous demander que vous vous demandiez à quel élément de la stratégie chaque diapositive correspond. Parce qu'on a besoin de logistique, on a besoin d'éléments opérationnels, on a besoin d'éléments sociaux et d'éléments technologiques. Il faut ces 4 éléments. Donc, si on ne parle que de technologie au cours des prochains jours et qu'on ne parle pas de la 5e partie de notre objectif quintuple, l'équité et l'inclusion, ou qu'on ne parle pas du volet social, ou de la façon dont on mène les opérations, ou de la logistique qu'on emploie pour créer un système de santé numérique, alors je pense qu'on ne pourra pas dire que ces quelques jours auront été productifs. Donc, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez fournisseur, que vous travaillez en intelligence artificielle, peu importe, il faut qu'on ait à l'esprit ces 4 éléments si on veut que les choses fonctionnent. En voilà une jeune fille dans un village qu'on appelle Cascadas. Ça veut dire, cascade en espagnol. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui parlent l'espagnol bien mieux que moi. Et cette jeune fille marche 2 heures tous les jours dans les 2 sens, donc 2 heures aller, 2 heures retour, 4 heures en tout, pour aller chercher de l'eau pour son village. Elle n'est pas seule, hein. Il y a tout un groupe de jeunes filles, que des filles. Et c'est leur tâche. Ce ne sont pas les garçons qui font ça, mais les filles. L'eau est pleine de bactéries, notamment E. coli, d'autres bactéries et notamment des parasites sous forme de vers. Il y a également des métaux lourds. Et au cours des 4 heures que lui prend son parcours, le fait qu'elle doit marcher pendant 4 heures, ça l'empêche notamment d'aller à l'école. Donc, même s'il y avait une école dans son village, elle ne pourrait pas y aller parce qu'elle doit marcher 4 heures pour aller chercher de l'eau tous les jours, 7 jours par semaine. Et cette eau contient toutes sortes de parasites et d'éléments qui sont nocifs. Alors, voici un groupe d'hommes à Cascadas qui sont en train de remonter un objet intéressant. Vous êtes en train de vous demander, alors si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous vous demandez quel élément de la stratégie on est en train d'aborder ici. Alors, vous ne savez pas quel est cet objet, mais je peux vous dire que c'est un objet technologique fascinant. Mais pour l'amener jusque-là, si vous vous souvenez de du début de la vidéo, il a fallu ce canoë dans lequel j'ai voyagé. Donc, il a fallu de la logistique. La logistique a permis de déplacer cet équipement jusqu'à cette partie de l'Amazonie et que ça soit suffisamment petit pour pouvoir être placé sur un canoë. Ensuite, on a dû opérationnaliser les choses. Il a fallu faire en sorte que cet objet fonctionne. Et vous remarquerez que les gens ont un grand sourire. Ce sont 2 hommes du village. Donc, on a également créé des liens sociaux dans ce village. On est en rapport avec des gens qui veulent cet objet. On a donc les 4 éléments de la stratégie. On a la logistique, les opérations, le social et la technologie. Donc, on est plutôt sur un bon début, mais ça ne veut pas dire que tout va marcher. Mais en tout cas, ça commence bien. Voici ce à quoi ressemble cet objet. Il s'agit d'une lampe à ultraviolet. Il s'agit d'un système de purification de l'eau qui fonctionne à ultraviolet et à l'énergie solaire. C'est quelque chose qui est petit, qui ne nécessite pas de batterie et qui peut purifier suffisamment d'eau par jour pour fournir de l'eau à tout le village, tous les jours. Donc, c'est vraiment un équipement remarquable. On peut le mettre sur un canoë, on peut le faire voyager sur le fleuve Amazon, l'amener dans un village et il n'y a pas d'entretien nécessaire.
Ce qui est formidable, en Amazonie, c'est en tout cas avant que la pluie n'arrive à, 3:00, de l'après-midi, et c'est qu'il y a beaucoup de soleil avant que la pluie n'arrive tous les jours à 3:00. Beaucoup de soleil. Donc ici, on utilise ce soleil et cela permet de purifier, une quantité incroyable d'eau pour tout le village. Mais il faut quand même, installer, le rendre opérationnel. Alors là encore, on réfléchit, on regarde cette diapositive et on se demande, à quoi correspond, à quel élément de la stratégie correspond cette diapositive. On voit ici des tuyaux qui sont utilisés pour fournir de l'eau, non seulement dans un endroit, central, mais également, dans tous les recoins du village. Donc toutes les maisons du village vont avoir de l'eau, heu, potable, et regardez qui travaille, hein, ce n'est pas une surprise. Ce sont les villageois, les gens qui vivent dans le village. Ce sont eux qui travaillent parce qu'ils veulent avoir ça. À l'arrière, on a nos équipes d'ingénieurs qui sont bénévoles, qui viennent de Quito. Mais ce sont les villageois eux-mêmes qui travaillent. Donc on a l'élément logistique, il faut avoir les tuyaux. On a le côté opérationnel, c'est-à-dire il faut qu'on les fasse fonctionner. On a le côté social, puisqu'on a les villageois qui veulent avoir cette eau propre, et puis on a la technologie qui sera donc, ce système de filtrage, ultraviolet, à énergie solaire. Donc on a les 4 éléments. Encore une fois, donc pour l'instant, tout va bien. Alors voilà ce qui se passe. On voit ici les sourires sur les visages. Ce sont les villageois. Ils, brandissent des verres d'eau potable. Hein, ça fait 24 000 ans qu'il n'y a pas eu d'eau potable dans ce village, et vous voyez qu'ils se sont tous rassemblés. On a, Joey qui est, l'ingénieur en chef, un homme remarquable qui était pleinement, engagé, qui est entièrement bénévole, lui et son entreprise, qui est venu de Quito, la capitale de l'Équateur. Et voyez les sourires, voyez la fierté sur les visages de ces gens qui, ont, fait partie de, ce travail, qui ont réussi à faire fonctionner cette solution. On voit que des litres et des litres et encore des litres d'eau potable sont, filtrés, sont produits. On a, Syndico également, un homme, enfin, le syndico, c'est le chef ou l'aîné, on dirait chez nous, qui, brandit la première grosse bonbonne d'eau, purifiée. Vous voyez, la fierté sur son visage. Donc en utilisant les 4 éléments de la stratégie, en s'assurant qu'on a la logistique, que les choses soient opérationnelles, qu'elles fonctionnent, qu'on ait le volet social et qu'on ait la technologie elle-même. En utilisant tout ça, on a rien créé, hein, c'est le village qui a créé tout ça. Ils le voulaient, ils l'ont demandé, ils l'ont créé eux-mêmes. Et là, vous voyez un de nos ingénieurs qui a mis en place, une zone, de douche au centre, du village. Il y a également des latrines et il y a de l'eau dans toutes les maisons du village. Et les enfants eux-mêmes vont maintenant grandir sans avoir besoin de marcher 4 heures par jour pour aller chercher de l'eau pour leur village. À présent, leur, temps sera mieux employé, et j'espère que c'est une génération d'enfants qui, ne n'aura pas à à faire ça en 2023, qui n'aura plus besoin de faire ça. On va à présent parler de soins médicaux. On a parlé d'eau potable, on va parler maintenant de soins médicaux. C'est tout à fait différent. On voit, 2 bébés de 2 familles différentes. Sur la gauche, c'est un bébé qui est, prématuré. Le petit bébé sur la droite est prématuré également, mais heu, il est né quand même un peu plus tard. Ils ont dû, partager une couveuse parce que, il n'y avait que ça de disponible. Et
Heureusement, je peux vous dire qu'ils s'en sont tous les 2 très bien sortis, donc ça, c'est formidable. On a donc, pour utiliser les 4 éléments de la stratégie, on a mis en place un nouveau projet. On s'est dit: «On a de l'eau potable maintenant et pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas une clinique médicale? Une clinique dans un des villages? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait?» On a demandé aux villageois et évidemment, ils ont tous répondu: «Oui». Donc pour faire ça, une fois encore, on avait besoin de nos 4 éléments de stratégie. La logistique, cette clinique, n'est pas, dans un endroit aussi reculé de l'Amazonie que, Cascadas. Donc on a pu apporter, les matériaux plus facilement, mais on avait quand même, des besoins logistiques, pour pouvoir apporter tous ces matériaux. Il fallait ensuite faire fonctionner les choses. On avait également besoin du volet social et parce que si on construit une clinique et que personne ne vient, c'est une perte de temps. Et puis il y a également de la technologie qui va être utilisée. On en a parlé, hein, il y a toujours de la technologie qui est associée à tout ça. Alors nous voici, les 2 hommes sur la gauche sont les syndicos, des 2 villages les plus proches et vous voyez encore une fois, la fierté, sur leur visage puisque c'est quelque chose qu'ils ont créé, hein. Ces 2 villages ont créé, ce qu'on voit, ce n'est pas nous qui avons créé la clinique, ce sont les villages qui l'ont créée. Sur la droite, nous avons 2 de nos médecins et une infirmière. Les médecins, se viennent, chaque semaine. En fait, il y a une rotation des médecins et des infirmières et ce sont eux qui, font fonctionner la clinique, donc qui la rendent opérationnelle. Donc on a le volet logistique, le volet opérationnel qui est pris en charge par le personnel et sur la gauche, on a le volet social avec, les chefs, les aînés des 2 villages les plus proches. Et alors, qu'en est-il de la technologie? La technologie, parfois, c'est aussi simple, qu'un maître mesureur. Aucun de ces enfants n'avait jamais été examiné par un médecin depuis leur naissance. Donc voilà, un groupe d'enfants, ils, ont entre 4 et 6 ans et ils, se sont mis, en ligne, très poliment. Ils sont très sages, en même temps, ils sont, fascinés par cet homme qui va les mesurer, qui va les peser, qui va, commencer à collecter des données très simples. Quelque chose, d'aussi simple qu'un un maître un mesureur, ça peut être le point de départ technologique. La vaccination. Une fois encore, on se dit, ça n'est pas vraiment de la technologie. Eh bien, créer les vaccins, pour créer les vaccins, il vous faut également les 4 éléments de la stratégie. Et les seringues hypodermiques, jetables en plastique, jusque dans les années 70 et dans certains endroits jusqu'à maintenant, elles étaient en verre et elles n'étaient pas jetables et donc fournir des seringues jetables, des seringues hypodermiques jetables pour les vaccinations, s'assurer que les aînés dans les villages, hem, aillent chercher les enfants, les amènent à la clinique pour qu'ils se fassent vacciner, tout ça, heu, ça montre qu'on a, pris en compte les 4 éléments stratégiques. Voici, donc une diapositive pour montrer qu'on a les médicaments. On a des médicaments qui font la différence pour ces enfants. Par exemple, des antiparasitaires, des choses aussi simples que, de l'ibuprofène, des choses qui nous semblent évidentes, ici, mais qui, font une vraie différence. Donc 2 choses, on a créé de l'eau potable, on a créé une clinique médicale avec, du personnel qui y travaille et il manque un élément qui est l'éducation. On voulait avoir ces 3 éléments. Parce que la stratégie dans son ensemble, hein, ce n'était pas de créer une clinique, ce n'était pas d'avoir de l'eau potable. La stratégie dans son ensemble, c'était que les gens de ce village aient une vie meilleure. C'était d'écouter ce qu'ils voulaient, de leur apporter
ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait de l'eau potable, il voulait des soins médicaux et il voulait de l'éducation, une école. Donc on voit ici un jeune garçon dans une école que l'on a construite. Alors là encore, on avait la logistique, le volet opérationnel pour que ça fonctionne. Hem, on avait le social, la technologie. Mais vous allez me dire: «Attendez, je ne vois pas le volet opérationnel, je ne vois pas non plus le volet technologique ici». Donc, à moins qu'on parle peut-être d'un stylo ou d'un livre, c'est peut-être la technologie, mais enfin, où est le volet opérationnel? J'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui sont, squamish parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, créé une piste, d'atterrissage dans cet endroit et on a fait venir un professeur 4 nuits par jour par, semaine, un professeur qui est donc resté 4 nuits par semaine. Vous voyez donc l'engagement de ces gens pour s'assurer que les enfants de ce village aient, le meilleur départ dans la vie qui soit possible. Je vais vous montrer cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un groupe d'enseignants dévoués qui arrivent par avion dans ces villages. Ils le font régulièrement. Et l'avantage est que nous pouvons également apporter toutes sortes de fournitures au village. Alors, revenons un peu aux soins virtuels et essayons de faire des liens entre tout ce que j'ai dit. Alors, vous savez, c'est vraiment très décourageant lorsque vous travaillez très fort, comme vous l'avez fait, et ensuite vous voyez ce qui est publié dans les médias. Vous voyez que l'on dit que les soins virtuels n'ont absolument rien changé. Bon, peut-être que les résultats immédiats sont moins grands, mais les personnes à l'Amazon, eux, il y a 10 ans, n'avaient aucunement accès à ce à quoi ils ont accès maintenant. Et tout ce qu'il a fallu, c'est un groupe de personnes dévouées qui sont arrivées sur les lieux, qui ont dit, nous allons déployer 4 éléments de cette stratégie. Et si nous faisons cela, nous allons pouvoir établir des partenariats avec ces personnes et leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils méritent. Alors, les visites virtuelles, les consultations virtuelles, même si ce n'est qu'un téléphone ou un écran vidéo maintenant, vous savez, ça va changer. Ça, vous le savez déjà. Et ça va changer puisque tout le monde ici dans la salle est entièrement dévoué à voir les changements. De la même façon que les enseignants arrivent par avion dans ces villages, eh bien, tout le monde est dévoué à travailler pour que les Canadiens aient des meilleurs soins. Alors, cette expérience-là par téléphone ou par vidéo, ça aussi, ça va changer. Je ne suis pas expert, alors je ne sais pas exactement comment ça va changer personnellement, mais je pense que l'on peut voir facilement comment l'apprentissage par ordinateur et l'analyse par prédiction, bon, je ne sais pas exactement comment ça va arriver, mais je sais qu'il existe toutes sortes de technologies. Alors, lorsque vous faites l'appel téléphonique, par exemple, ou même par vidéo, on pourra prendre votre pouls, écouter votre cœur battre, prendre votre température. Tout ça, ça s'en vient. On pourra faire ça virtuellement. Alors, lorsque vous voyez dans les médias qu'on dit qu'il n'y a eu aucune différence, ne soyez pas découragés. Ça va finir par faire une différence. Cela fait une différence pour la santé mentale, cela fait une différence pour des enjeux long terme, alors ça fera une différence pour les soins intensifs également. Alors, gardez espoir, continuez à travailler parce qu'en bout de ligne, nous allons assurer l'équité et l'inclusion et ça d'un bout à l'autre du Canada. Nous sommes le deuxième plus grand pays au monde, mais nous allons pouvoir assurer la santé des gens d'un océan à l'autre. Ça s'en vient. Alors, c'est réellement quelque chose que nous allons voir et c'est grâce à vous. Nous devons inclure les 4 éléments de stratégie.
Mais bon, je parle aux gens ici, je constate que vous avez déjà ces stratégies. Alors peut-être que c'était redondant pour moi d'être ici, mais j'aimerais souligner que c'est important. Chaque fois que l'on parle de cette partie-là de la technologie, comment on va l'opérationnaliser et l'utiliser, il faut continuer à se dire, bon, il y a trois autres éléments ici et je veux m'assurer que je les comprends bien et que j'ai réfléchi à tous les petits détails lorsque nous allons avancer avec la technologie. Alors, j'aimerais vous montrer une dernière diapositive. Je pense que j'ai parlé un peu plus vite que j'ai l'habitude, mais bon, cette dernière diapo, c'est mon image préférée au monde. Pour moi, la joie, c'est très important. Je pense que nous devrions tous avoir de la joie dans la vie. Moi, je trouve de la joie dans mon travail, que ce soit en Afghanistan ou n'importe où. J'adore faire mon travail. C'est ce qui me pousse à continuer. Donc, s'occuper de vieux comme moi, bon, c'est peut-être un défi, mais j'aime bien m'occuper d'enfants. Les enfants, eux, ne se plaignent pas, et c'est différent. Alors, cette photo que je vais vous montrer a été prise en 86, une photo prise par le Toronto Star. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont dit à tous les photographes, nous vous demandons de sortir prendre des photos dans la ville. Prenez des photos de ce que vous voulez. Vous avez 24 heures. Allez prendre des photos de la ville et ramenez vos photos. Toutes les photos. Et la photo qui a été choisie est celle-ci. Ça, c'est de la joie que vous voyez là. Cette maman ressent de la pure joie. Mais les gens oublient aussi de regarder l'infirmière. Tout le monde regarde la maman, mais regardez l'infirmière aussi. Voyez-la sourire. Elle est en train de sourire parce qu'elle sait qu'elle vient de participer à quelque chose d'incroyable. Eh bien, c'est ça la joie. C'est ça dont nous avons besoin au Canada. Nous l'avons déjà, mais il nous en faut davantage. Et voilà nos objectifs. Ramener la joie partout, dans la médecine, dans les soins de santé. Alors, ce que vous faites, ça va aider à concrétiser tout cela. Et si vous continuez avec cela, avec votre mission, et que vous utilisez les 4 éléments de la stratégie, vous allez le concrétiser. Comme je l'ai dit ce matin, il est facile d'être assis à un bureau, dans une réunion. Il est facile d'être devant son ordi et d'oublier qu'en bout de ligne, nous sommes tous en train de sauver des vies. Toutes les personnes dans cette salle qui font partie de cette conférence sauvent des vies. Alors, ce n'est pas juste un travail, c'est vraiment quelque chose dans la vie c'est un mode de vie. Alors, je vous remercie de m'avoir invité pour prononcer ce discours. Je sais que c'était peut-être un peu différent, mais je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite beaucoup de réussite au cours des prochains jours. Merci.